Jean-François, Fabien, je vais vous proposer de commencer et de nous présenter ce magnifique webinaire sur l'entrepreneuriat et une porte d'entrée pour une carrière dans l'impact. Tout à fait, merci beaucoup. Bonsoir, je vais commencer. Moi, je m'appelle Fabien Sécher et je suis porte-parole et directeur marketing de la plateforme Jobs That Make Sense. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jobs That Make Sense, c'est la plateforme de l'emploi à impact positif. On a plus de 25 000 offres d'emploi, une cinquantaine d'organismes de formation référencés. Notre objectif, c'est d'accompagner les gens dans leur transition vers des emplois à impact. Bonjour, Jean-François Riffel, responsable partenariat à l'APEC sur un certain nombre d'items, création d'entreprise internationale, voilà un certain nombre d'items. L'APEC, Association pour l'emploi des cadres, nous accompagnons les personnes qui sont à la fois dans une recherche d'emploi et également dans la création d'entreprise ou un projet à l'international. Voilà, quel que soit le projet des personnes qui souhaitent être accompagnées. Et du coup, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de faire une petite présentation de en quoi l'entrepreneuriat peut être une porte d'entrée pour l'emploi à impact. Du coup, on vous propose trois parties. D'abord, faire un panorama un peu de ce que c'est qu'au final l'emploi à impact, les structures qui recrutent dans l'impact. Quelques idées reçues qu'on a pu entendre parfois avec Jean-François de la part de candidats et de candidates quand on veut s'orienter vers une carrière à impact. Et ici, on pointera un petit peu plus en quoi la posture entrepreneuriale peut aider dans ces situations-là. Et enfin, regardez un petit peu, là, ce n'est pas à jour, ce n'est pas la posture entrepreneuriale, c'est comment s'orienter et s'informer quand on veut aller vers l'impact. Donc d'abord sur le panorama, nous ça c'est un panorama qu'on a fait avec Jobs That Make Sense. On a pu échanger dessus avec l'APEC et on était assez d'accord sur ce panorama-là. Donc ce que je vous propose c'est, oula, hop, je vous divulgage le tout, c'est de parcourir un petit peu les différents types de structures qu'on a en tête quand on parle d'emploi à impact. Donc la première, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est ce qu'on appelle vraiment les structures de l'impact. Et là, j'ai pris une citation de Thierry Sibieux, qui est responsable de la chaire Impact Positif de l'ESSEC, qui dit que pour qu'il y ait impact, il faut que le cœur de métier de l'entreprise soit de transformer la société. Donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire que c'est une organisation, là, quand on parle de structure de l'impact, qui va mettre l'impact au cœur et qui va se créer pour répondre à un sujet écologique ou social ou réduire des inégalités. Donc, le petit schéma, là, c'est pour dire c'est l'impact qui est prioritaire sur le profit. Ça ne veut pas dire que la structure ne peut pas faire de profit, mais elle va être créée pour maximiser son impact. Là-dedans, on va retrouver tout ce qui est association, par exemple la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, mais également certaines entreprises à mission qui sont très engagées. C'est plutôt une toute petite partie des entreprises. Et là, j'ai pris l'exemple le plus connu, en plus, qui a fait parler de lui récemment, qui est Patagonia. Je vous ai pris la mission de Patagonia, c'est "We're in a business to save our home planet". Donc, notre objectif est de sauver notre planète. Et vous avez vu récemment peut-être passer que Yvan Chouinard, le fondateur de Patagonia, a fait don de son entreprise à la planète, a dit que c'était la planète qui était leur seul actionnaire. Donc ça, c'est vraiment un signal fort qui nous dit que c'est une structure à impact. Là, il y a à peu près, juste pour vous donner des ordres de grandeur et répondre tout de suite à une idée reçue qui dit qu'il n'y a pas d'emploi dans l'impact, les associations aujourd'hui, c'est 2 millions d'emplois en France. Donc, c'est quand même énorme. Et là, je ne parle pas des entreprises à mission. Je ne sais pas, Jean-François, si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait, c'est 2 millions d'emplois, mais si on prend après les structures qui sont celles que tu as mentionnées, mais également d'autres, c'est environ plus de 4 millions d'emplois. Hein. Ce n'est pas que les structures dont on parle, c'est aussi les sous-traitants, les structures avec lesquelles on va naturellement travailler. Et une chose qui est aussi importante à dire, c'est que ces structures, c'est toutes les formes d'emploi possibles, c'est-à-dire que ça va de la comptabilité à l'ingénieur en passant au R&D, au projet. Donc, c'est des entreprises
et qui ont les emplois qui sont les emplois traditionnels qu'on peut trouver dans les autres entreprises. Il faut bien avoir ça en tête. Ah ouais, effectivement, ça peut être toute forme d'emploi. Il y a bien sûr dans les associations, il y a beaucoup d'emplois aussi autour du bénévolat, de l'aide aux bénévoles, de l'organisation du bénévolat, de la collecte de dons, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a aussi énormément de fonctions support, du marketing, de la communication, de la finance, des RH. Il y a énormément de types de métiers. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à utiliser le petit module de questions-réponses et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. On se fera tirer les oreilles si on oublie de répondre. En tout cas, n'hésitez pas et comme ça rendra aussi le webinaire plus interactif. Sinon, on aura en fin de présentation un moment d'échange également avec vous. Deuxième, je vais y arriver, hop, ma souris est un peu sensible. Pardon, voilà. Deuxième, décidément, c'est ma souris, j'ai arrêté de l'utiliser. Deuxième type de structure, ce qu'on a appelé la consommation responsable. Là-dedans, contrairement aux premières structures, c'est des structures pour qui, en fait, l'impact et le profit est à peu près au même niveau, c'est-à-dire que c'est des entreprises un peu plus classiques, qui ont un objectif de rentabilité plus rapide que les premières, mais qui ont quand même mis au sein de leur mission d'avoir un impact. En tout cas, plutôt que maximiser un impact positif, c'est souvent réduire l'impact négatif de la consommation. Parce que c'est des structures qui vont créer ou vendre des produits ou des services, mais du coup, qui vont participer un petit peu à de la consommation. Donc, quelque part, elles ont quand même un impact qui n'est pas neutre, mais elles vont essayer de réduire l'impact négatif. C'est tout ce qu'on voit autour des cosmétiques bio, de la mode éthique, par exemple. Et ces structures-là n'ont pas forcément toujours au cœur de leur mission des causes aussi avancées que ce que peut avoir Patagonia. Là, en quoi c'est important ce secteur d'activité? Là, je ne vous ai pas mis un nombre d'emplois parce que c'est très difficile en fait à délimiter parce que toutes ces entreprises n'ont pas forcément des labels. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va devenir en fait tout simplement la norme par des contraintes légales, mais également parce que les consommateurs, et là je vous ai donné un chiffre, 67% des consommateurs européens font des achats plus verts dès aujourd'hui et veulent à l'avenir en faire encore plus. Donc il y a un vrai besoin. Demain, on ne pourra plus faire de consommation non responsable quelque part. Donc les entreprises vont vraiment se généraliser sur ce type d'organisation. Là, je vous ai pris deux exemples. WeDressFair, qui est une plateforme de e-commerce de produits responsables, et également C'est qui le patron, qui commercialise des produits un peu en direct de la ferme aux consommateurs. Je vous ai pris un peu les missions. C'est toujours intéressant de regarder les missions pour comprendre qui sont ces structures. C'est qui le patron dit la marque du consommateur est née de notre volonté à nous, consommateurs, de créer collectivement des produits en soutien aux producteurs. Donc là, on voit quand même une mission de réduction de l'impact négatif. Et eux, ils recrutent, là je vous ai mis tout type de métier, typiquement, eux, ils recrutent en ce moment un data analyst. Et WeDressFair, c'est donc ce que je vous disais, un e-shop de marque de mode responsable. Et eux, leur mission, c'est de démocratiser la mode positive en dénichant les marques qui s'engagent fermement pour le respect des hommes et de l'environnement. Et eux, ils cherchent un community manager. Donc là, vous voyez, comme ce qu'on disait tout à l'heure, là, il y a tout type de métiers. C'est des entreprises classiques. C'est souvent des petites entreprises parce que c'est encore pas mal émergent. Mais il y a vraiment beaucoup de débouchés là-dedans. Il y a beaucoup de startups. Et pas mal de profils qui sont plutôt des profils jeunes encore. Autant sur le premier slide, notamment si on prend la Croix-Rouge, qui est quand même une association qui est très ancienne en France, on a tout profil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va de 18 à 65 ans, j'allais dire comme ça, ou 67, comme on le veut. Autant sur ce niveau, sur cette structure-là ou cette structuration, on est plutôt sur des profils qui sont quand même assez jeunes encore. Oui, tout à fait, oui, parce que vu que c'est plus des petites structures, c'est vrai qu'il y a plus de dynamisme aussi sur ces structures.
Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les partenaires de la transition. Donc là, c'est de l'impact indirect, c'est-à-dire c'est des organisations qui aident d'autres structures à avoir un impact positif sur la planète et la société. Donc là, en fait, on va retrouver tout ce qui est cabinet de conseil, les incubateurs de startups à impact, par exemple Make Sense. On va avoir des cabinets de recrutement, des sociétés de mesure d'impact. Il y en a beaucoup qui se créent, tout ce qui est les labels. Donc, il y a aussi pas mal d'acteurs qui existent là. Il y a tout type de métiers. Il y a un peu plus quand même de métiers type conseil, consultant, ressources humaines, parce on est sur de l'aide aux entreprises. Et là, je vous ai pris des exemples. Job That Makes Sense, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous, on n'a pas en nous un impact direct. Par contre, on aide, que ce soit les personnes en reconversion ou les entreprises ou les organismes de formation, à faire leur travail pour avoir un impact positif sur la société. Donc on a un impact plutôt indirect, on aide des gens. Et nous, on recrute aussi en ce moment sur la plateforme. Et Greenflex, qui est dans l'accompagnement des entreprises dans leurs enjeux de développement durable, de décarbonation et d'efficacité énergétique. Et eux, ils font beaucoup de conseils et d'aide au financement de la transition. Et ils cherchent régulièrement des consultants RSE. Si on prend en fait sur toute la structure, j'avance un petit peu, mais on est sur un nombre d'offres qui ne cesse d'augmenter, hein. On est sur une augmentation d'environ 20% chaque année d'offres alors verdissant, on va utiliser ce terme-là qui est un peu générique, mais des offres d'emploi où on voit que à la fois les entreprises qui sont spécialisées sur les trois items qu'on vient de vous donner, mais aussi d'autres entreprises et grandes entreprises dont tu vas parler tout à l'heure qui sont celles qui vont ouvrir vers du vert. Les offres ne cessent d'augmenter, hein. Et l'ADEME a sorti une étude il n'y a pas très longtemps où à l'horizon 2050, on estime environ à plus d'1 million d'emplois qui seraient créés sur ces thématiques. Ouais. Peut-être tu peux expliquer emploi vert, emploi verdissant rapidement. Alors, les emplois verts, c'est assez simple, hein. C'est tous les emplois qui sont aujourd'hui autour de ce qu'on va appeler l'environnement, l'environnemental, voilà. Et le verdissant, c'est comment rendre une entreprise plus éthique, je vais utiliser ça, ou une entreprise qui va être plus sur les domaines de l'environnement, hein. Verdissant, c'est une entreprise industrielle, je ne vais pas utiliser de nom, mais une grosse entreprise industrielle qui serait plutôt dans les hydrocarbures, qui de fait n'est Un pas, siège à la Défense, par exemple. voilà, par exemple, qui n'est pas dans un métier divers, hein, mais qui cherche aujourd'hui à intégrer des métiers et intégrer des ressources et intégrer de nouveaux concepts qui sont vers quelque chose qui peut être plutôt plus verdissant. Voilà, on va être sur cette thématique-là. Ok, très clair. N'hésitez pas, hein, au fur et à mesure, si vous avez des questions, on est au taquet. Prochain acteur dans notre panorama, tout ce qui est, et qui est important aussi, tout ce qui est l'information et la pédagogie sur la transition. Donc là, le but, c'est pareil, c'est un impact indirect parce que le but, c'est de sensibiliser et de former les gens aux enjeux de la transition écologique et sociale. Donc là, vous allez avoir des vraiment organismes de formation comme le réseau Être, les écoles de la transition écologique, ou la fresque du climat que je pense vous connaissez, donc qui fait des ateliers ludiques, participatifs et créatifs pour comprendre les enjeux du changement climatique. Et ces structures-là recrutent plutôt autour de métiers de la pédagogie, donc tout ce qui va être formateur, animateur, mais aussi, comme dans toute structure, il y a des fonctions support là-dessus. Mais quand même, le gros là, des recrutements se font autour de la pédagogie. Et là, pour vous donner quelques ordres de grandeur uniquement sur la partie formation, en 2020, il y avait 110 000 étudiants qui étaient en dernière année d'études, donc une promo sur toutes les études liées à l'environnement, c'est 110 000 étudiants, donc c'est assez conséquent quand même, ce n'est pas anecdotique comme secteur non plus. Non, puis on peut rajouter, il y a effectivement 110 000 étudiants qui sont dans ce secteur-là, mais si on prend dans des formations qui sont des formations de type ingénieur ou d'autres, il y a à l'intérieur des formations environnementales ou autres qui font qu'aujourd'hui, on peut facilement doubler, hein, ce chiffre-là. On est plutôt aux alentours de 150 000 étudiants qui vont faire une formation qui est une formation environnementale ou à destination environnementale. Ok. Et ensuite, et on l'oublie parfois, mais il y a le service public et tous les services d'utilité publique
Le bien commun, c'est un impact positif. Donc, c'est des organisations qui œuvrent pour le bien commun. Là-dedans, vous allez trouver tout ce qui est ministère, collectivité territoriale, mais également tous les acteurs de l'énergie, de l'eau, de gestion des déchets, qui sont vraiment, on sait, des enjeux capitaux dans la transition écologique notamment. Et là, par exemple, la mairie d'Évry-Courcouronnes, j'ai trouvé ça sur notre plateforme, cherche des animateurs de participation citoyenne. Et il y a Citeo qui cherche des chefs de projet autour de la collecte. Pour ceux qui ne connaissent pas, Citeo, c'est le spécialiste du recyclage des emballages ménagers. Et c'est une activité réglementée par l'État. Ce n'est pas du service public, c'est une entreprise privée, mais qui est très, très fortement à dimension d'utilité publique. Et donc là, rien que dans la fonction publique, et vous l'avez bien compris, là, je ne parle pas que de la fonction publique dans cette catégorie-là, mais rien que dans la fonction publique, c'est 5 millions d'emplois. Donc en fait, et tous ces emplois-là sont directement ou indirectement à impact positif. Donc c'est quand même loin d'être négligeable. Là, vous avez tout type de métier. Vous pouvez être fonctionnaire ou contractuel. Il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique. Il y a des métiers de terrain, mais également, encore une fois, je me répète, des métiers support, comme dans toute organisation. Citeo, ils cherchent des chefs de projet. Et pour compléter ce que tu viens de dire, on voit hein, sur les différents sites des villes, des intercommunautés, voilà, de toutes ces structures plutôt administratives qu'on retrouve d'ailleurs sur certains sites hein, qui sont très spécialisés, genre la Gazette des communes, hein, qui est la structure la plus connue du service public ou du moins de l'administration pour les postes. De plus en plus de postes, même génériques. Tu parlais de RH tout à l'heure sur d'autres métiers où on va rajouter, ou plus technique, on va ajouter l'élément HSE, par exemple, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que de la RH, on fait aussi de la RH dans un environnement qui est un environnement plus éthique. Voilà. Donc, on va rajouter aussi des éléments et souvent des missions qui sont des missions, alors dans le privé naturellement, mais aussi dans le public, des missions qui sont assorties du métier traditionnel, assorties avec une coloration qui va être plus environnementale, plus verte. Ouais. Tu disais HSE tout à l'heure, peut-être s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, c'est hygiène, sécurité, environnement. Tout à fait. Ah ouais. Ouais. Pardon, excuse-moi, oui, Pas de à force souci. d'utiliser. C'est important de préciser. Et enfin, la dernière catégorie qui peut parfois être la plus polémique, c'est toutes les autres entreprises qui sont en transition. De fait, parce que la plupart des entreprises ont des contraintes légales, sont obligées de transiter, et aussi parce qu'il y a une pression de plus en plus de la part des consommateurs, et aussi, et il ne faut pas le négliger non plus, parce qu'il y a des entreprises qui le souhaitent, qui ont envie de s'engager dans la transition. Donc là, vous voyez, ces entreprises qui étaient créées vraiment avec l'objectif de le classique d'une entreprise, donc de maximiser son profit, et qui de plus en plus intègrent la RSE dans cette dimension-là. Et donc, ils essayent de réduire leur impact. Et donc, là-dedans, on va trouver potentiellement toutes les grandes entreprises. On a tendance, nous, à regarder plutôt les entreprises qui ont fait des efforts de labellisation, de transparence sur leur impact social et environnemental, et chercher, et c'est toute la complexité de cette catégorie, de chercher un petit peu est-ce que c'est du greenwashing, parce que c'est là-dedans qu'on peut trouver des entreprises qui font du greenwashing, ou quelle est la part de sincérité. Donc ça, nous, pour le voir, en fait, on regarde surtout à quel niveau sont placés les enjeux RSE dans cette structure. Si, je fais du marketing, donc je peux en parler, si la RSE est uniquement au niveau des équipes marketing, c'est très mauvais signe. Si le directeur RSE ou la directrice RSE est au niveau du COMEX, déjà, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a vraiment cette dimension de à quel niveau est placée la RSE dans l'entreprise. Est-ce qu'elle a fait une démarche de labellisation? Est-ce qu'il y a des scandales sur cette entreprise, etc. Ça, c'est tout un tas de faisceaux qui vont nous permettre de dire, OK, elle est plus ou moins engagée dans la transition. Mais même si on reprend l'exemple d'un pétrolier assez connu à la Défense, en fait, ils ont des emplois autour de la RSE, et je pense qu'il y a des gens là-bas qui sont hyper engagés sur la transition de cette entreprise. Donc, en fait, il y a ça aussi.
il y a énormément de métiers. Là, je me suis permis de piquer un chiffre de l'APEC sur le nombre d'emplois verdissants, justement, dont Jean-François parlait tout à l'heure. 26% d'emplois verdissants parmi tous les emplois cadres. Et là, c'est dans toutes les directions. Donc, il y a bien sûr la direction RSE, où il y a plein de postes de transformation de l'entreprise. C'est un peu comme avant la transformation numérique des entreprises. Maintenant, on a aussi la transformation sociale et environnementale. Et dans chaque direction ensuite, vous avez des postes qui se créent à connotation responsable. Par exemple, sur la communication, comment je communique sans faire de greenwashing sur les enjeux sociaux et environnementaux de mon entreprise. Et là, je vous ai pris aussi, pardon, excuse-moi, Non, vas-y, je vous ai vas-y. pris aussi quelques exemples typiquement qu'on a sur la plateforme. Pernod Ricard qui s'engage pour être plus responsable et engagé dans la préservation de ces terroirs et qui recrute des internes, des stagiaires Les stagiaires. en développement durable actuellement, et Bureau Vallée aussi, qui en fait Bureau Vallée donc fait de la papeterie. Donc on se dit c'est quand même un impact bien négatif, le papier, mais eux ils essayent de sourcer le mieux possible leur matériel et fournitures de bureau et ils recrutent des personnes, par exemple, dans les achats, un responsable des achats responsables. Mais ce que je voulais dire, c'est que 26% effectivement des emplois verdissants, mais on n'ira que en augmentant pour différentes raisons. Les premières qui sont les raisons légales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les dispositions européennes ou les dispositions des pays, il y a une obligation qui contraint les entreprises, à juste titre d'ailleurs, contraint les entreprises aussi d'avoir un impact de plus en plus important sur l'environnement et sur la société. Donc, de facto, ça va augmenter. Et on voit que des entreprises, quelles qu'elles soient, aussi sont en train d'ouvrir de nouveaux marchés ou de nouveaux segments. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de ce fameux pétrolier qui travaille, voilà, on voit qu'ils sont en train de s'engager vers le solaire, qu'ils sont en train de s'engager vers l'éolien, qu'ils sont en train de s'engager. Voilà, donc c'est-à-dire aussi des entreprises qui de plus en plus, et tu parles de Pernod Ricard, tu donnes l'exemple de Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est beaucoup d'eau, c'est du verre, voilà, il y a beaucoup de choses, sont en train de réfléchir beaucoup à comment produire mieux, comment produire avec moins d'eau, avec peut-être d'autres supports que le verre, parce que le verre, on sait aujourd'hui que c'est quand même une production qui peut aussi avoir des effets négatifs. Voilà, donc il y a des vraies réflexions dans ces entreprises, et surtout quand on pose la question aux gens aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous fait alors, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est quand on pose la question aux gens, qu'est-ce qui vous intéresse dans une entreprise? Chose importante, c'est que quand même 52% disent toujours c'est la rémunération. Sauf dans ces entreprises-là, mais dans les entreprises, dans les premières dont tu as parlé, souvent la rémunération n'est pas celle qu'on peut attendre ou qui n'est pas obligatoirement la même. Dans les entreprises qui sont les entreprises en transition, on est sur des rémunérations qui restent les mêmes, c'est-à-dire que on garde sur le poste, mais on va modifier l'environnement, on va modifier finalement l'objectif final qui est important du poste, et du coup les rémunérations sont les mêmes. Mais voilà, donc c'est quand même 52% qui restent quand même sur un projet avec une rémunération qui est en relation avec leurs souhaits, et 12%. Alors, c'était il y a 4% il y a 5 ans, donc ça évolue de façon très importante, mais que 12% finalement qui vont aller dans une entreprise qui va avoir un projet environnemental relativement important. Et si on pose la question de façon plus générale, est-ce que vous voulez aller, alors c'est toujours particulier parce qu'on pose une question qui est finalement ouverte alors qu'elle est fermée, mais bon, on va demander est-ce que vous préférez aller travailler dans une entreprise environnementale ou non environnementale, donc c'est un peu complexe, personne ne va dire bah non, moi je veux travailler dans une entreprise qui pollue la terre, donc on est de l'ordre 95% des gens qui disent moi je veux travailler dans une entreprise avec un environnement environnemental, c'est clair. Mais je pense que les chiffres, voilà, et puis on va aller dans le sens de l'histoire. L'histoire, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont obligées d'aller vers un environnement voilà, qui va être plus environnemental et avoir un impact beaucoup plus fort sur nos vies. Donc, quoi qu'il arrive, ça changera dans les années à venir de toute façon. Nous, on avait fait une étude effectivement qui corrobore ce que tu dis avec Audencia sur la quête de sens, et où on avait donc 92% des gens qui disaient oui, je veux un emploi qui a du sens. On se demande pourquoi c'est pas 100% d'ailleurs, mais 92%. Et après, nous, ce qui nous intéressait, c'était de creuser un peu qu'est-ce que ça voulait dire le sens. Il y en a 57% qui disaient qu'ils voulaient que leur entreprise
et un impact positif sur la planète et la société. Donc, ça devient, ce n'est pas le premier critère de choix, effectivement, ça reste le salaire, mais ça devient quand même un fait qui est de plus en plus important parmi les candidats. Voilà un petit peu pour le panorama. Est-ce qu'à ce stade, il y a des personnes qui ont des questions sur les structures de l'impact? N'hésitez pas. Non, a priori, il n'y a pas de Si questions. pas de questions, on continue sur un petit peu, on a commencé à en parler là, sur les idées reçues, les clichés qu'on peut avoir quand on veut s'orienter dans l'impact. Et là, vraiment axé sur en quoi la posture entrepreneuriale est importante pour déjouer ces méchants clichés. La première peur qu'on peut avoir, et c'est de loin la première, c'est la peur du déclassement et la question du salaire. C'est de se dire, l'impact, ça paye très mal et je vais devoir diviser mon salaire par 2. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, c'est ce que je me disais et j'avais un petit peu peur. Je me disais, mon Dieu, je ne veux pas diviser mon salaire par 2. Je veux de l'impact, mais je veux quand même garder un confort de vie. Et là, en fait, dès qu'on regarde un petit peu les faits, on s'aperçoit que c'est une croyance limitante et que ce n'est pas forcément la réalité. Il y a une étude de l'APEC qui est parue, il me semble, en 2019, Tout si à je ne fait, dis pas oui. de bêtises, qui montrait que, en fait, à emploi équivalent, à niveau équivalent, un cadre dans l'économie sociale et solidaire, donc plutôt la première brique qu'on a vue tout à l'heure, avait 10%, gagné 10% de moins qu'un cadre dans l'économie traditionnelle. Donc, c'est une différence. Ce n'est pas divisé par 2. Et c'est pour des cadres un peu expérimentés, c'est une différence qui peut être acceptable en disant, en fait, je ne vais pas changer de vie, quoi. Je vais m'adapter, mais je ne vais pas changer de vie. Donc c'est quelque chose qui peut tenir. Ensuite, pour comprendre un petit peu pourquoi il y a cette croyance-là et pourquoi c'est quand même pas non plus sorti de nulle part, c'est que souvent, les petites structures dont on parlait, notamment tout ce qui est autour de la consommation responsable, même certains cabinets, mais des vraies petites structures, le modèle économique, quand on intègre des enjeux de maximiser mon impact positif sur la société, on accepte de retarder un peu le seuil de rentabilité de l'entreprise pour une start-up en général. Donc, ça va être plus long d'atteindre la rentabilité. Et du coup, ça veut dire que les premiers recrutements sont plus difficiles parce que je vais être sur une période où je n'ai pas encore la rentabilité. Donc, il va falloir débourser et avoir les investisseurs qui suivent pour recruter. Donc, ça peut expliquer que parfois, les salaires sont quand même moins élevés dans ces petites structures-là, notamment pour des juniors. Mais voilà, faut le savoir. Et ensuite, il y a également à avoir en tête qu'il y a des postes rémunérateurs. On en a parlé, Jean-François t'en parlait, notamment sur les grosses entreprises qui sont en transition. Ils vont chercher des directeurs RSE dans un grand groupe, c'est bien payé. Il y a également les cabinets de conseil, ça reste du conseil, donc c'est plutôt bien payé. Il y a tout ce qui est autour de la finance responsable aussi. Donc, il y a des postes qui sont rémunérateurs. Ce n'est pas du tout le cliché de je vais être au SMIC toute ma vie. Ce n'est pas forcément ça. Et sur la posture entrepreneuriale, en quoi ça peut aider pour déjouer un petit peu ce cliché? D'abord, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous savez que en fait, on peut déplacer un peu derrière. Nous, ce qu'on constate, j'aurais dû commencer par là, ce qu'on constate souvent, c'est que derrière la notion de salaire, notamment pour des étudiants qui sortent d'école de commerce, par exemple, il y a la question de la réussite. Et c'est très, très lié à ma réussite est indexée sur mon salaire. Or, la question de la réussite, c'est bien plus large que le salaire. Et quand on est entrepreneur, souvent au début, on ne se paye pas quand on est entrepreneur. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne dit pas qu'on a réussi. Créer son entreprise, c'est une super réussite. Rejoindre une entreprise à impact, c'est une super réussite aussi, au-delà de la notion de salaire. Donc, ce qu'on pense, c'est que la posture entrepreneuriale, elle peut vous aider à dépasser un petit peu ce blocage de se dire « Ah, mais en fait… je vais être jugé successful ou pas en fonction de mon niveau de rémunération et de ma place dans une hiérarchie, alors que normalement, si vous êtes entrepreneur, vous avez appris que ce n'était pas le cas. »
Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Tout à fait. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, à partir du moment où vous souhaitez créer une entreprise, c'est un des éléments, on en parlera tout à l'heure, mais de préparation aussi à son projet. C'est quel est le niveau de rémunération minimal, hein, qui vous permet aujourd'hui de vivre si vous avez des prêts, si vous avez une famille, si vous avez… Voilà. Donc, c'est un élément principal dans la création d'entreprise, c'est le seuil, hein, qui est le seuil limite que vous devez atteindre. Bon, voilà, ça, c'est dans la réflexion, c'est une des premières réflexions, tout en sachant que tu viens de le dire. Au début, quand on commence en termes de rémunération, c'est pas aussi simple que ça parce que voilà, il faut lancer son produit, il faut, voilà, et ça demande du coup d'autres réflexions dont on parlera tout à l'heure, qui Ouais. en amont de préparation. Voilà. Mais la rémunération est sa propre rémunération, c'est pas l'élément de réussite comme tu disais. La rémunération, c'est le niveau que je dois atteindre pour assumer mes besoins vitaux essentiels. Ça, c'est la première base. Après, si on a plus, naturellement. Mais il faut vraiment avoir cet élément-là parce que si, quand on entreprend, au bout de 2 ou 3 ans, on n'a pas grand-chose et qu'on a quand même un loyer, qu'on n'a pas d'argent de côté, qu'on a des enfants, qu'il faut se nourrir tous les jours, ça va être compliqué. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc là, ça rejoint ce qu'on mettait là sur le juste salaire, c'est-à-dire au lieu de se dire combien je veux pour briller en société, c'est de quoi j'ai besoin. Ce n'est pas forcément de quoi j'ai besoin pour survivre, parce que ce serait triste. C'est vraiment de quoi j'ai besoin pour être satisfait et me dire que c'est le juste salaire qui me permettra d'être dans une situation satisfaisante. Et il y a un troisième point aussi qui est important, et là pour le coup qui est au cœur de la posture entrepreneuriale également, c'est tout ce qui est prise de risque. Si on reprend l'exemple que je disais tout à l'heure d'une petite structure qui se lance et qui va retarder un petit peu son seuil de rentabilité parce qu'elle veut maximiser son impact, bah, cette structure-là, si elle s'en sort, demain, elle fera des bénéfices et donc vous pourrez rattraper le salaire en fait. Typiquement, je reprends mon exemple. Moi, quand je suis parti chez Job That Makes Sense, avant, je travaillais, j'étais directeur de marketing chez Marcel, un VTC citoyen. Je gagnais 25% de plus. Donc, j'ai accepté de faire moins 25%. Et là, au bout d'un an, en fait, mais c'était prévu à l'avance, au bout d'un an, je suis à moins 10%. Donc, je suis totalement dans l'étude de l'APEC. Mais j'ai accepté de faire une baisse en me disant que ça allait être rattrapé. Et ça, c'est des modèles qu'on voit souvent dans l'ESS et de manière générale dans le secteur de l'impact. Et donc, quand vous êtes entrepreneur, bah, la prise de risque, logiquement, vous connaissez, sinon vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à se dire, OK, j'y vais. Et puis, au pire, comme quand on crée son entreprise, au pire, ça ne marche pas. Bah là, pareil, au pire, ça ne marche pas. Vous avez perdu le pari, ça vous a fait apprendre et vous passez à autre chose. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vraiment un élément essentiel, hein, de la posture entrepreneuriale. La prise de risque, c'est l'élément principal, c'est la base même. Si on continue, donc voilà, ça c'était vraiment le premier gros cliché et la peur qu'on peut avoir quand on veut se destiner à une carrière dans l'impact. La deuxième est autour du risque d'échec sur il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de job pour moi, j'y arriverai pas, je n'ai pas du tout le bon profil. Donc là, normalement, j'espère qu'on vous a un petit peu rassuré sur le sujet avec Jean-François, sur les catégories qu'on vous a montrées. Il y a énormément d'emplois qui existent et énormément de structures différentes qui existent. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est de savoir où chercher. On connaît 2 plateformes qui sont très, très bien pour ça. L'APEC et Jobs. Donc voilà, il faut savoir où chercher les emplois, mais il y en a plein. Il y en a plein qui existent. J'ai repris le chiffre que tu citais tout à l'heure, Jean-François, de l'ADEME, qui dit qu'il y aura 1 million d'emplois verts à horizon 2050, donc des nouveaux emplois. Et il y a également les emplois verdissants, on en a parlé tout à l'heure, qui représentent d'ores et déjà 26% de l'emploi cadre et que ça va augmenter, ça atteindra 100% de toute façon à un moment. Hein. Il n'y aura plus un emploi qui existera qui n'intégrera pas une dimension écologique et ou sociale. Et les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, nous, on a pour le moment pas 100% des recruteurs, mais on a déjà 5000 recruteurs et on a plus de 3000 offres chaque mois qui sont ajoutées sur Jobs. Et là, en quoi avoir été entrepreneur peut vous aider face à cette peur-là, qui est un peu aussi une peur de
d'incapacité qu'on se donne à faire un pas de côté, à changer un petit peu soit de structure, soit de métier. Il y a plusieurs choses dans la posture entrepreneuriale. C'est les compétences transverses que vous pouvez avoir. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes touche à tout. Vous faites de la compta, vous faites du marketing, vous allez voir des investisseurs potentiels, vous faites du commercial, souvent beaucoup de commercial, parce qu'il faut manger. Du coup, toutes ces compétences-là, cette capacité d'adaptation, de s'adapter à différents contextes va être super intéressante et va être très recherchée dans les structures à impact. Et quand on parle de peur de l'échec, je ne peux pas m'empêcher de dire, moi j'ai créé à un moment mon entreprise et je l'ai plantée. Donc la peur de l'échec, normalement, on connaît. On n'a pas trop peur, sinon on ne devient pas entrepreneur. On sait qu'on peut échouer. Et donc là, c'est pareil. Et peut-être que s'orienter dans l'impact, peut-être que vous ne réussirez pas tout de suite, mais et peut-être que le premier job ne sera pas le bon et c'est normal. Il n'y a pas c'est pas grave. En fait, voilà. Il n'y a pas de fatalité là-dedans. Et normalement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes un petit peu aguerri à ces sujets-là. Non, puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en France, en termes de création d'entreprise, il y a aujourd'hui pas mal d'aides, il y a pas mal de supports qui peuvent permettre, si on est demandeur d'emploi, enfin, ouais, il y a un certain nombre d'aides, d'accompagnement financier. Donc, la peur, il ne faut pas avoir peur quand on crée une entreprise, quel que soit le secteur, que ce soit impact ou pas impact. De toute façon, c'est la prise de risque dont on parlait tout à l'heure. À partir du moment où on a les compétences, à partir du moment où on sait qu'on est en capacité de pouvoir développer, il faut se lancer. Enfin, il n'y a pas à réfléchir sur. C'est pas une inquiétude à avoir, je pense. Voilà. Tout à fait. Et alors c'est assez lié quand même, et on en a déjà parlé aussi, un peu le syndrome de l'imposteur, donc de se dire j'ai pas les compétences qui vont aller pour travailler dans l'impact, j'ai pas le profil. Là encore une fois, et j'espère qu'on vous a fait la démonstration en vous présentant un petit peu les différentes structures qui existent, hein. Les structures, que ce soit une association, une entreprise qui produit des produits responsables, un organisme de formation ou n'importe quelle autre structure ou une grosse entreprise qui se transforme, elles ont des besoins de compétences transverses. Elles ont besoin de chefs de projet, elles ont besoin de personnes qui font du marketing, elles ont besoin de personnes qui font de la finance, elles ont besoin de RH, elles ont besoin de vraiment toutes les fonctions et de compétences transverses. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et souvent, moi, quand j'entends des candidats qui nous contactent, souvent, ils nous disent ah, mais moi, je n'ai pas travaillé dans des assos, donc ça ne va pas le faire. Il faut avoir un parcours 100% ONG pour travailler dans l'impact. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez besoin, si vous voulez vous sentir légitime et donc avoir des expériences autour des associations, par exemple, il y a ce qu'on appelle le bénévolat, hein, qui permet de s'engager dans des associations. Vous n'êtes pas obligé d'être bénévole ultra engagé tous les soirs à faire des maraudes, hein. Vous pouvez aussi avoir de l'engagement un peu plus léger, mais c'est intéressant. D'abord parce que ça vous permet de comprendre, de connaître un petit peu mieux le secteur. Ça vous permet de tester aussi avant de vous lancer. Si vous dites que vous allez bosser dans une association, testez le bénévolat d'abord pour voir si cette organisation vous convient, si les gens vous entendez bien avec, etc. Ça peut aider, ce qui n'est pas le cas dans d'autres entreprises, hein. Donc là, c'est un peu, vous pouvez le voir comme un test aussi. Donc, c'est super intéressant. Puis, vous pouvez faire aussi, si vous êtes étudiant, vos stages, votre alternance dans le secteur. Pareil, pour découvrir, c'est fait pour ça. Donc, et ça va vous donner une expérience et colorer, entre guillemets, votre CV sur ces dimensions-là. Après, vous avez aussi, mais c'est encore une fois pas obligatoire, hein, des formations spécifiques qui existent pour développer ces compétences. Donc ça existe, il y en a plein. Si vraiment vous voulez changer radicalement et vous spécialiser dans l'environnement, c'est les fameux 150 000 étudiants dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a des écoles qui existent. Et ce qui est important aussi, là je te laisse Jean-François, je crois que tu voulais ajouter le quatrième point. Oui, sur le changer de secteur, changer de philosophie. Alors,
Quand on change de secteur et qu'on va dans une entreprise à impact, si vous êtes comptable, vous restez comptable. Donc attention, quand on dit donner du sens, parce qu'à l'APEC, on a eu déjà des gens qu'on accompagnait qui sont revenus en disant, bah voilà, j'ai changé, je suis allé dans une association, j'étais comptable, finalement, bon, ça fait 3 ans, bah, je fais le même métier, je fais la même chose, donc je n'ai pas senti de changement. Donc, aller dans une entreprise à impact reste quand même on parlait tout à l'heure des métiers, ça reste les mêmes métiers, ça reste les mêmes obligations. Voilà, il y a des choses qui sont importantes à avoir et travailler sur le fait de simplement changer, entre guillemets, hein, simplement changer de secteur d'entreprise, voilà, en disant je vais plus dans tel et tel secteur et dans telle et telle structure, telle des associations ou des ONG dont tu parlais, le métier de comptable, si on prend l'exemple de comptable, reste le métier de comptable. Donc attention aussi à avoir ça en tête. Hein. C'est pas, on n'en change pas merveilleusement de voilà les obligations légales restent les obligations Ouais. légales. On n'est pas sur des modifications substantielles. On est sur des modifications d'environnement, de politique, de culture d'entreprise peut-être et pas toujours, hein, parce qu'on a aussi des retours qui sont où on a des entreprises dites à impact et de l'extérieur, on a une impression voilà, qui est tonitruante. Et après, on a des retours de personnes qui disent bah, finalement, c'était pas aussi changeant et c'était pas aussi vert et c'était pas aussi qu'on pouvait me le dire. Donc voilà, mais ça se travaille en amont. Et c'est important par rapport naturellement à la posture entrepreneuriale, c'est-à-dire si on part d'un poste dit traditionnel dans une entreprise traditionnelle, qu'on va toujours sur le même poste vers un autre secteur, je pense que l'idée que tu as de donner le bénévolat, le stage, l'alternance, toutes ces possibilités de se mettre en situation est extrêmement importante parce qu'on peut ne pas finalement avoir la bonne vision du secteur ou de la structure dans lequel on va. Donc, ça permet de réactualiser les choses et ça permet aussi, lorsqu'on va créer son entreprise, lorsqu'on est sur de l'entrepreneuriat, d'avoir aussi une bonne vision de l'environnement. Hein. Si on prend l'ESS, moi je dis toujours l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, les premières entreprises de l'ESS, c'est le Crédit Mutuel. Oui. Donc, l'ESS, c'est pas que de se dire je vais travailler dans une entreprise qui fabrique des pommes de terre ou voilà, voilà, c'est des fondations, c'est des entreprises, c'est des associations, c'est des ONG. Voilà, c'est un environnement qui est un environnement très hétérogène. Hein, il ne faut pas oublier cette vision-là. Voilà, et ça permet quand on va dans ce secteur-là et qu'on veut créer, je pense que c'est bien de commencer en tant que salarié dans un secteur donné et de voir aussi son environnement. C'est ça, l'écosystème, parce que l'écosystème est important. Si on crée une entreprise, il faut avoir la vision et la visibilité de l'écosystème dans lequel on va être. C'est pas le même quand on reprend toujours le même exemple, mais quand on est dans une entreprise pétrolière, voilà, c'est pas le même environnement que si demain on a décidé de travailler plutôt dans un métier qui est un métier plus proche de la terre, plutôt plus proche de produits bio et tout ça, c'est pas les mêmes environnements et donc il faut avoir cette connaissance-là. Et plus on se rapproche de son écosystème et plus c'est plus simple après de créer son entreprise dans ces environnements. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça permet de comprendre et c'est vrai qu'il y a des différences, pour être passé, du, secteur, classique, à une association, même en termes d'organisation. Nous, on est, ce qu'on appelle entreprise libérée chez Make Sense, c'est-à-dire organisation horizontale. Bah, c'est pas du tout la même chose que d'être dans une entreprise, pyramidale, hein, je peux vous le dire. Il y a des enjeux qui sont très différents et parfois ça crée de la complexité quand on n'est pas habitué, hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui baignent là-dedans depuis le début, donc qui connaissent bien. Moi, je suis arrivé un peu avec mes réflexes de hiérarchie il faut s'adapter. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer si on ne teste pas. D'où l'importance de ces tests. Et si on revient sur la posture entrepreneuriale par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en créant, en étant entrepreneur, vous développez quand même des compétences de flexibilité, la capacité à avoir une vision d'ensemble sur un marché, la sensibilité aux enjeux financiers, qui sont 3 compétences qui sont vraiment clés dans le secteur de l'impact. Hein. Quand je parle des startups à impact qui ont des problématiques financières assez fortes,
ou même d'une association qui a des enjeux de financement en permanence, cette sensibilité que vous pouvez avoir à un BP grâce à la posture entrepreneuriale est hyper importante et peut vous faire gagner des points auprès de recruteurs dans le secteur de l'impact. Et pareil, sur la flexibilité, on en a parlé tout à l'heure, c'est hyper stratégique. C'est important et même, il ne faut pas oublier, quand on crée une entreprise dans ces secteurs-là, ça ne se reprend pas à rebours ce qu'on a dit précédemment, mais quand même, il faut avoir ça en tête. Même si les entreprises verdissent leurs emplois, il y a des entreprises qui rechignent encore à financer ou à engager des financements dans des nouveaux aménagements ou dans des aménagements verts. Donc, même si vous créez une entreprise dans ces secteurs-là, face à vous, peut y avoir des entreprises qui devraient financer ou qui devraient avoir un intérêt, mais qui finalement vont reporter. Donc, il faut avoir ça aussi en tête. Ça peut avoir son importance à un moment donné aussi. En fait, je pense qu'il y a certaines de ces entreprises dont tu parles pour qui le département RSE, c'est quasi une start-up au sein de l'entreprise. Et comme si l'entreprise était l'investisseur, en fait. Et du coup, la direction RSE va devoir faire son BP, demander du financement, réussir à faire ses projets un peu tout seul, parce que parfois, c'est de la solitude dans ces entreprises-là de faire de la RSE. Et donc, ça peut fonctionner un peu comme une start-up interne, en fait. Tout à fait. Oui. Et du coup, là, forcément, les compétences entrepreneuriales sont hyper importantes pour réussir. Et le dernier point qui est aussi important, on entend souvent des gens qui ont peur de l'incompréhension de l'entourage face à un projet non, je n'irai pas suivre la voie toute tracée de bosser, tu parlais de banque, on va changer d'exemple, de bosser dans la banque, je vais aller suivre un projet soit entrepreneurial à impact, soit rejoindre une structure de l'impact. Alors, on ne connaît pas votre entourage, donc ça dépend énormément. Ce qui est vrai, quand même, qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que je vous parlais d'une étude tout à l'heure qu'on a faite avec Audencia. 92% des actifs cherchent plus de sens dans leur vie professionnelle, donc vous n'êtes pas tout seul. 57% souhaitent que leur entreprise ait un impact positif sur la planète. Et en fait, moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que dès qu'on commence, et là, c'est vraiment empirique, je n'ai pas d'études là-dessus, mais dès qu'on ose parler de son projet, en fait, on trouve des alliés. Et même plus que des alliés, en fait, on trouve limite des personnes qui vont vous booster, à vous dire, mais c'est génial, comme quand vous créez votre entreprise. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à en parler, je parle de mon expérience, au moins je connais, mais quand j'ai commencé à en parler de ce que je voulais faire, j'ai eu la majorité des gens, et y compris ma famille, qui m'ont dit « Non, mais c'est très bien, tu sais ce que tu fais de toute façon, c'est génial d'avoir cette sensibilité-là. » Limite, j'avais l'impression d'être un héros que je ne suis pas. Donc, ça fait du bien. Il faut garder la tête froide quand même. Mais pour rester sérieux, vous allez trouver énormément de gens qui sont dans la même posture que vous, ou même inspirer des gens. Et inspirer des gens, c'est hyper valorisant. Et donc, ça va vous aider à avancer dans votre projet. Donc, en fait, la clé, c'est de s'entourer des bonnes personnes et de trouver ces personnes-là. Vous allez aussi avoir des personnes qui potentiellement vous diront « Mais attends, et le salaire, etc. » Et comme quand vous créez votre entreprise, vous écoutez parce que c'est quand même intéressant d'entendre les retours des gens. Mais si vous avez besoin d'être boosté, vous allez plutôt vous orienter vers les gens qui vont vous booster sur votre choix. Et là, pour le faire, c'est votre entourage et c'est aussi, nous, on conseille tout le temps d'aller sur LinkedIn, de discuter avec des gens, de rencontrer des gens. Il y a des apéros qui se font souvent sur des personnes qui se reconvertissent. Il y a des groupes qui existent sur les réseaux et il ne faut pas hésiter vraiment à s'entourer de ça. Et là, sur la posture entrepreneuriale, normalement, c'est très, très proche en fait de ce que vous pouvez vivre dans une création d'entreprise, ce sentiment de solitude. Quand vous êtes lancé, si vous êtes deux, vous êtes seul à deux à créer la boîte et ça peut créer parfois des tensions dans le couple si vous êtes en couple, dans la famille au sens large si vous êtes en famille.
Donc ça, vous êtes habitué, vous connaissez ce sentiment, vous savez normalement le gérer. Et en plus, l'autre apport, c'est que quand vous avez un réseau d'entrepreneurs, bah, c'est des personnes pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, la prise de risque, la valorisation au-delà du salaire, de la réussite, qui vont vous aider un petit peu à vous conforter dans votre projet. Je crois que, ouais, je pense que pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, quand on change de secteur, on change de réseau. Mhm. C'est un mot important, c'est-à-dire que quand on est dans un premier environnement, on reste dans son premier environnement professionnel avec, bon, avec les gens qui vont autour. À partir du moment où on a fait le choix de changer de secteur d'activité, de fait, on va se retourner vers les acteurs, vers les structures, vers les personnes et il faut surtout, hein, ce que tu disais, il faut vraiment le faire. Et du coup, ça permet aussi de déplacer le curseur de ces réseaux. Et ces réseaux-là sont extrêmement importants. Voilà, l'idée, c'est d'échanger avec les gens, c'est d'échanger avec les différentes structures. Ce sentiment de solitude, quand on est dans l'entrepreneuriat, de toute façon, vous l'aurez. Parce que quand on crée, on est seul. Alors, on est seul et accompagné, et on en parlera tout à l'heure, mais on est quand même seul parce que tout d'un coup, on travaille dans une entreprise, vous étiez avec des collègues, puis tout d'un coup, bah, c'est vous qui montez votre bébé, entre guillemets. Et du coup, bah voilà, vous êtes un petit peu seul avec vous-même et avec les chiffres, avec le projet. Voilà, il y a un peu tout ça à faire. Mais voilà, je pense que ce que tu disais, c'est voilà, se confronter à l'environnement qui est l'environnement dans lequel on a envie d'aller toquer aux portes. Les gens sont toujours assez OK. Tu as parlé de LinkedIn. Alors, par contre, ça, c'est alors quel que soit, hein, je cherche un métier, je veux changer de secteur, je veux changer de vie, je veux changer tout ce qu'on veut. Sur LinkedIn, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est soyez précis et soyez bref. Ouais. Soyez poli. Moi, je donne juste mon exemple. Hein, je dois avoir, je sais pas moi, plus d'une centaine de demandes par mois. Hein, voilà, entre les questions, les amis, les pas amis, les voilà. À partir du moment où vous avez juste une invitation, sauf si vous avez déjà conversé avec la personne, là, il n'y a pas de problème. Mais si la personne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, enfin, il faut agrémenter son commentaire. C'est pourquoi je vous contacte. Et c'est pas juste je veux m'orienter vers, point. C'est monsieur ou madame, ou voilà, enfin voilà quand même des termes de politesse, parce que même si ça se perd un peu, c'est quand même essentiel. Et c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Sujet, verbe, complément, des verbes de direction. C'est voilà, mon projet, il est celui-là. Je souhaite m'entretenir avec vous sur tel et tel item. Soyez bref et soyez précis. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, restent, et notamment les professionnels, les gens sont extrêmement sollicités. Hein, je vous donne le mien, mais tous les gens qui sont sur les réseaux, et notamment dans l'ESS, dans les métiers impact, parce que c'est un métier tendance, entre guillemets, et ça devient une obligation, mais même ça reste encore un petit peu tendance pour certains. Les gens sont sursollicités et ne répondront que à partir du moment où ils ont quelque chose de clair, net et précis. Ouais, tout à fait. Et pour contrebalancer un petit peu, en même temps, les gens adorent parler s'ils ont fait une reconversion, de parler de leur chemin, enfin, de parler de leur métier aussi. Donc, si vous mettez bien les formes et si vous êtes suffisamment bref et patient aussi, parce que parfois les gens peuvent mettre un petit peu de temps à répondre, normalement, les gens répondent parce que ça intéresse de parler de ces choses-là. Souvent, c'est des personnes qui sont assez passionnées et donc qui aiment échanger sur le sujet. Mais tout à fait, effectivement, être bref et être cordial, c'est super important. Et expliquer ses intentions quand on invite quelqu'un sur LinkedIn, parce que sinon, on passe à la trappe. Parce qu'il y a aussi je ne sais pas si c'est ton cas, Jean-François, mais moi, je reçois énormément de sollicitations commerciales, en fait. Sur la partie marketing, je reçois à peu près, je pense, 5-6 par jour de sollicitations pour utiliser tel outil, tel outil. Tout le monde veut vous aider. Mais du coup, bah, si vous ne justifiez pas un peu votre demande d'ajout, on peut se dire que c'est ça et du coup, ça passe à la trappe, quoi. Tout à fait, oui. Voilà un petit peu pour les croyances limitantes. S'il n'y a pas de questions,
on passe à la suite sur la préparation et l'accompagnement pour une carrière ou un projet entrepreneurial dans l'impact. La première question, c'était comment on se prépare à un projet d'entrepreneuriat du coup à impact. Jean-François, je crois que tu avais une petite Oui, oui, question à proposer. l'idée principale, c'est à partir du moment où, on souhaite créer une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est vraiment de bien poser, bien de se poser sur c'est quoi mon projet. Là, on est sur de l'impact. C'est quoi l'impact de mon projet? C'est vraiment d'écrire les choses, de spécifier les choses et d'avoir en tête l'environnement et l'apport que ça peut avoir. Le projet, ensuite, il doit évoluer. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite faire, comment je souhaite le faire, comment est-ce que je souhaite monter les choses. Et naturellement, il y a la préparation. Alors, tu as mis il n'y a pas de 1000 entreprises de sac de toile de jute parce que j'ai donné Je un me suis exemple où, permis de oui, te oui, oui, piquer ton parce exemple et de que l'écrire. à l'APEC, on accompagne les gens, voilà, projet, à partir du projet, sur du long terme, pour voir si il est valable. Et l'idée n'est pas de dire que le projet n'est pas valable, parce que je redonne toujours l'exemple, on a accompagné un des créateurs du Bon Coin. Si on lui avait dit en 99, votre projet ne tient pas la route, on aurait fait fausse route. L'idée n'est pas là. C'est vraiment de voir s'il y a une viabilité et si les éléments sont bien mis en place. Et on a accompagné une jeune personne qui a créé une entreprise de toile de jute, voilà, parce que ses parents travaillaient dans l'agriculture et elle a décidé un matin de dire voilà, je change de métier, je change de vie et je vais faire des sacs. Sauf qu'au bout de 6 mois, bah, elle en avait vendu un par mois et que ça, voilà, que c'est tout à l'heure, c'est pas le salaire, mais je me rémunère quand même pas en faisant juste, en vendant juste un par mois. Donc, c'est vraiment aussi de faire l'étude de marché importante de aujourd'hui, j'ai un projet. Ce projet, pour moi, il a une importance puisqu'il a un impact sur la société, il a un impact sur l'environnement, il a un impact sur ce qu'on veut, mais je fais une étude de marché, je vois un petit peu ce qui se passe à côté, ce qui est à contre-courant de ce que je disais précédemment, mais quand on est aujourd'hui, quand on voit le nombre de sites qui se créent sur de la deuxième main, hein, Vinted étant sans faire de marque, mais étant le premier, aujourd'hui, ils s'en créent quasiment tous les jours. Et nous, à l'APEC, en accompagnement, on en a, je ne peux pas vous dire le nombre, mais un nombre incalculable de gens qui veulent créer des sites sur de la deuxième main. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une spécificité particulière, un élément concurrentiel ou différenciant qui fait que votre projet peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du copier-coller, on fait peut-être sur la même idée, mais il faut la faire évoluer sur un autre item, sur autre chose, voilà, bon, pour que ça fonctionne. Et puis la chose qui est naturellement importante, c'est quand on crée une entreprise, il faut des sous. Voilà, il faut avoir un peu d'argent. Donc, l'idée, c'est déjà voir si soi-même on en a ou pas. Et si on n'en a pas, c'est voir les structures qui peuvent vous donner de l'argent, enfin vous avancez de l'argent, parce qu'on ne donne pas de l'argent, vous avancez de l'argent. Si vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, vous avez l'ARE, enfin voilà, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement et continuer à toucher les allocations et voir transformer ces allocations en capital le cas échéant. Voilà, donc tout ça c'est possible, mais c'est en amorçant aussi avec les banques, avec votre environnement, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui commencent à créer des entreprises avec l'apport de familiers, c'est-à-dire famille, amis, conjoints, conjointes, voilà, tout ça. Donc, c'est extrêmement important. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire, quand on est sur de l'entrepreneuriat, on est vraiment sur l'entonnoir, c'est du général vers le restreint. C'est quoi mon projet? Comment est-ce que je construis ce projet? Jusqu'où je veux monter mon projet et comment il s'inscrit dans l'écosystème, je réutilise le même terme, mais l'écosystème de ce que je souhaite mettre en avant, souhaite vendre, souhaite se développer, souhaite, voilà. Mon business plan, hein, parce que après, l'important, c'est ça, c'est aujourd'hui, voilà l'argent que ça va me coûter, voilà comment je vais développer les choses et comment est-ce que je vais avancer dans ce champ-là. Voilà, tous ces éléments sont
extrêmement important et non négociable. C'est-à-dire que on ne crée pas une entreprise du jour au lendemain, claquer de doigts parce qu'on a envie de changer de vie, parce que voilà, c'est parce que le projet est un projet qui a été mûrement réfléchi, il a été analysé avec son environnement, avec les réseaux dont on parlait tout à l'heure, qui sont les réseaux du secteur. Et on a souvent un autre frein qu'on n'a pas parlé, mais qui est dans la création d'entreprise, c'est je ne veux pas aller les voir parce qu'on va me piquer mon idée. Ça, c'est une Ouais. hérésie. C'est une hérésie parce que votre projet, de toute façon, si vous l'avez bien ficelé, si vous vous montrez bien, il n'y a pas de souci. Enfin, l'environnement, il ne va pas vous faucher votre idée. Et il y a souvent une expression que j'utilise et qui est la bonne, c'est on ne peut pas faire d'improvisation si on ne maîtrise pas son texte. C'est un peu comme le piano. Moi, je suis musicien, donc si vous faites du piano, à partir du moment où vous maîtrisez les notes, vous pouvez faire de l'improvisation. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pareil. C'est parce que vous avez travaillé, que vous avez bien mis en avant tous les éléments, que ça va fonctionner. Et quand on parle d'étoiles de jus de tout à l'heure, l'impact, c'est pas que des choses qui sont compliquées ou simples, c'est quelque chose qui doit s'intégrer, s'inclure dans quelque chose de beaucoup plus global. Ça ne sert à rien dans votre coin de monter une entreprise parce que vous avez l'idée que dans votre village, dans le ruisseau, ce serait bien que l'eau soit plus bleue ou plus claire. Enfin, parce que voilà, bleu pas, mais plus clair. C'est des choses qui doivent s'intégrer dans un environnement pour que à la fois votre structure fonctionne et surtout que votre projet puisse donner vie, enfin que vous puissiez donner vie à votre projet sur du long terme, parce que l'idée c'est quand même sur du long terme. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que la création d'entreprise c'est plus 4% chaque année, donc ce qui est quand même relativement important. La dernière étude de la CGE, donc la Conférence des grandes écoles, 25% des étudiants de grandes écoles, quelles qu'elles soient, souhaitent créer une entreprise. Voilà, donc c'est relativement important. Hein. Il y a de la place, il y a de la place pour beaucoup de gens, mais on voit que plus c'est analysé au départ, plus c'est monté, plus c'est bien réfléchi, plus la viabilité, parce que l'important quand même d'une structure, c'est la longévité, on va dire, de cette structure-là. Plus on a travaillé sur ces éléments-ci, plus la longévité est bonne. On sait que, on va en parler tout à l'heure, mais plus de 25% des entreprises qui n'ont pas, enfin, qui ont été créées, des gens qui n'ont pas été accompagnés, voilà, plus de 25%, la durée de vie est moins de 2 ans. Ce qui Et est quand même. pour rebondir sur les types de structures, qu'on n'est pas obligé de créer une entreprise de toile de jute ou une plateforme, nous, on voit beaucoup aussi passer de personnes qui ont des idées de créer une plateforme, de faire un peu la Startup Nation, quoi, la scalabilité, de l'hypercroissance. Il y a aussi quand même dans l'impact énormément de projets. On n'a pas besoin de monter le nouveau Vinted ou je ne sais quoi. Il y a plein de projets locaux aussi qui existent, des commerces locaux, de l'artisanat, des cafés associatifs, des tiers-lieux. Je sais que c'est la coqueluche des candidats. Nous, dès qu'on a une annonce de tiers-lieux sur le site, les gens se ruent dessus. Mais plus sérieusement, il y a plein de projets qui peuvent exister, qui sont plus simples que la startup, le modèle de startup qu'on a pu avoir jusqu'à présent et qui sont totalement viables. Ça peut être de la reprise aussi d'activité. On peut reprendre un commerce et en faire un commerce responsable. Il y a énormément de typologies différentes qui existent dans l'impact sur l'entrepreneuriat. Et quand tu parlais, Jean-François, ça me faisait penser en fait cette démarche-là, qui est la démarche vraiment d'un projet d'entrepreneuriat à impact. Si à un moment vous voulez, puisque on se disait en quoi la posture entrepreneuriale peut aider pour une carrière à impact, si vous voulez après ne plus être entrepreneur et partir travailler dans l'impact, en fait vous avez un peu les mêmes étapes. Alors on les adapte, mais il y a un peu les mêmes. C'est-à-dire que c'est quoi l'impact de mon projet? Là, vous allez plutôt vous poser la question sur c'est quoi le sens que je veux donner à ma carrière? C'est quoi les causes qui me tiennent à cœur? Et c'est important de commencer par ça, de se dire, si je veux m'aligner avec mes valeurs, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi les causes que j'ai envie de défendre? Et face aux causes, après, donc ça c'est la première étape, l'impact un petit peu que vous voulez avoir. Et là-dedans, quelle est votre ambition à vous par rapport à ce projet? Comment vous allez vous situer par rapport à cette cause-là? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas si la cause qui vous tient à cœur, c'est l'éducation des enfants? Est-ce que vous voulez
porter un projet qui va contribuer à l'éducation des enfants? Est-ce que vous voulez être prof? Est-ce que vous voulez, voilà, quelle est votre posture par rapport à cette cause qui vous tient à cœur? Et une fois que vous allez avoir cette posture, la posture que vous voulez avoir par rapport à cet impact, bah, préparez votre projet, votre étude de marché. Ça va être quel est le marché de l'emploi sur cette posture-là que je veux avoir. Quels sont mes concurrents? Bah, c'est-à-dire quels sont les autres candidats potentiels. Est-ce que c'est viable? Est-ce que moi j'ai les bonnes compétences pour aller vers ce type de métier? C'est les mêmes questions que vous allez vous poser. Ce pas les mêmes outils que vous allez utiliser pour faire votre étude de marché, mais c'est vraiment la même démarche. Et avec quel argent? On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est qu'est-ce que vous êtes, à quoi vous êtes prêt à concéder comme avantage si vous êtes cadre sup et que vous voulez devenir prof? Bah, vous savez que vous allez baisser en salaire, donc est-ce que vous êtes OK avec ça? Et du coup, avec quel argent si vous voulez compenser? Est-ce que vous avez de l'argent de côté qui va vous permettre de compenser, etc. Donc, c'est un peu, même si, alors je le prends de biais, là, le déroulé, mais c'est un peu la même démarche en fait. Et c'est intéressant, en tout cas, je voulais le mentionner parce que du coup, quand on se dit en quoi la posture entrepreneuriale peut m'aider pour une carrière dans l'impact, bah, c'est ça aussi. C'est que si vous avez monté un projet d'entrepreneuriat à impact, en fait, vous allez avoir un peu la même démarche dans votre projet entrepreneurial de votre vie professionnelle, quoi. Et du coup, la dernière étape, c'était comment on se fait accompagner. Là, on a plein de super logos. Et je vais te laisser commencer, Jean-François. Oui, ce que je disais, c'est le plus important et les structures, une grosse partie des structures qui sont présentes dans le slide sont des structures qui sont gratuites. Il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un projet et on souhaite créer son entreprise. On est étudiant, on est en fin d'études, on est jeune diplômé, on est déjà en activité. L'idée de se rapprocher de structures, alors que ce soit l'APEC, alors naturellement, comme je suis à l'APEC, c'est important pour vous, mais c'est intéressant pour vous. Mais l'idée, c'est vraiment d'être accompagné à la fois sur du collectif et sur de l'individuel pour que on puisse vous accompagner dans le donner du sens à votre projet. C'est-à-dire que ça se construit, hein, c'est toujours les images les mêmes, c'est on construit une maison en commençant par les fondations, pas en commençant par le toit. Voilà, c'est vraiment toujours ce même principe, et vraiment on va vous accompagner sur du long terme. Quand il y a du collectif, ça permet aussi de travailler avec différentes personnes sur son projet. Et ensuite, c'est pouvoir vous orienter vers d'autres structures qui sont des structures où vous allez trouver des éléments financiers, des éléments plus structurés sur l'environnement, voilà, il y a pas mal de choses. Et ça, il faut absolument pas hésiter. La pérennité est toujours précédée par une orientation ou par un accompagnement, toujours. Il n'y a pas, à hésiter. Et puis, parce qu'on parlait de solitude tout à l'heure, quand on est dans la création, quand on est dans je souhaite développer une idée, bah, même si vous avez un environnement, même bah, vous êtes quand même tout seul à 4 heures du matin sur votre table et sur votre PC à taper votre bilan, à regarder comment votre bilan pourrait s'inscrire, à regarder les budgets, l'argent que vous avez, les clients, voilà. Donc il y a toute cette réflexion là, et puis la réflexion qui va autour, hein, qui s'intègre, c'est je suis seul, bon voilà, je suis marié, j'ai des enfants, c'est quoi l'impact par rapport à mon environnement? Je souhaite aller dans une autre ville ou dans un autre secteur, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui disent je vais aller dans le bio, donc je change, je suis un ultra urbain et demain matin je vais aller m'installer au fin fond de la Dordogne ou au fin fond du Jura ou au fin fond de l'Oise. Est-ce que je suis prêt à aller m'installer dans un endroit où j'ai plus mon environnement, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis, je suis tout seul et je vais créer une structure. Voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire que il y a tous ces éléments qu'on va valider avant, les éléments personnels, les éléments naturellement financiers, les éléments du projet, et tout ça, c'est un co-construit avec les personnes qu'on accompagne. Voilà, donc comme dit, tu en as mis pas mal, notamment qui sont des fois spécialisés ou pas, hein, en fonction des secteurs d'activité. Mais ça, c'est vraiment, si j'ai le conseil principal, c'est n'hésitez pas
Alors, pour l'emploi, pareil, parce qu'on est aussi sur de l'emploi, l'APEC, naturellement, c'est emploi et création d'entreprises et d'autres. Mais c'est vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Nous, on est, sur le principe, on est gratuit, mais voilà, ça vous permet de vous lancer et on est présent sur tout le territoire français. Ça peut se faire à distance ou en présentiel. Donc, il y a aucun souci. Mais vraiment, ayez en tête, c'est plus je suis accompagné, plus je vais vers la réussite. Alors, c'est des chiffres, hein, on est toujours sur du chiffrage, mais voilà, les chiffres au moins ne mentent pas sur ces champs-là. Faut vraiment que vous n'hésitez pas à vous faire accompagner sur un projet. Et moi, si je peux abonder et reprendre l'exemple de moi, ce que j'ai fait, effectivement, je suis passé par l'APEC, alors pas pour un projet entrepreneurial du coup, mais pour faire ma reconversion professionnelle. Et du coup, je suis passé par le conseil en évolution professionnelle de l'APEC. Et ça a vraiment été éclairant. Moi, je me disais, je vais devoir faire un bilan de compétences. Alors, c'est complémentaire des bilans de compétences. Mais du coup, je m'étais dit, il va falloir que je fasse un bilan de compétences, ça coûte cher et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais commencer par faire un conseil en évolution professionnelle qui est gratuit. Et ça m'a suffi, en fait, pour faire ma reconversion. C'était 5 séances, je crois, avec une structure qui était super bien faite. Donc, je connais que sur la partie orientation professionnelle, mais je ne doute pas que sur la partie création d'entreprise, c'est pareil. Et du coup, à partir du moment où c'est quelque chose en plus qui est gratuit, ben, il faut vraiment sauter dessus, quoi. Il faut le faire. Mm. C'est super important pour démarrer. C'est peut-être le point de départ. Enfin, non, le point de départ, c'est quand même d'avoir le projet, mais les premiers échanges, à mon avis, à avoir, c'est ça. Mm. Et après, comme c'est vrai qu'il y a plusieurs structures. Alors, moi, je vous dirais pas aller vers une structure payante, mais ça, c'est mon avis, parce que quand on est sur un projet, quand on est sur un démarrage, il vaut mieux que ce soit une structure gratuite, pardon. Et puis après, on fait du picking. C'est-à-dire que si on choisit 2 ou 3 structures qui nous plaisent et on regarde celle qui nous plaît le plus, finalement, on rencontre les gens comme, voilà, c'est des structures qui sont gratuites. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la structure qui vous accompagne le mieux et qui vous intéresse le plus par rapport au projet qui est le vôtre. Mhm. Tout à fait. Et donc ça, c'est sur la partie vraiment conseil, orientation et co-construction du projet. Sur trouver un job à impact, on en a déjà parlé, Job That Makes Sense, c'est ce qu'on fait nous. Donc, on est moins sur la partie entrepreneuriat chez Jobs, hein, on est plus sur la partie, même s'il y a des annonces parfois d'associés. Il y a des gens qui cherchent des associés sur la plateforme. Ce n'est pas le gros des annonces, mais ça arrive. Des startups à impact qui essayent de se lancer. Donc, ça peut être intéressant aussi de se dire, moi, quand j'ai créé mon entreprise, je n'avais pas d'idée. Et en fait, je me suis associé à quelqu'un qui avait une idée. Donc, ça peut être aussi une piste qui peut être intéressante. Donc, ça, vous pouvez en trouver sur la plateforme. Puis après, effectivement, on a mis quelques exemples de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat à impact. Moi, je peux citer rapidement côté Make Sense, il y a plusieurs choses. Il y a des formations dont certaines sont financées d'ailleurs gratuites pour aider justement à amorcer des projets à impact, que ce soit projets locaux, c'est-à-dire des petites structures, comme je le disais, dans des territoires, ou des projets entrepreneuriaux plus classiques, mais toujours à impact. Donc ça, il y a de la formation, il y a aussi de l'incubation, où là, après, on est sur d'autres dispositifs d'accompagnement, donc c'est payant, mais ça peut être aussi cofinancé par des structures d'accompagnement. Donc voilà pour Make Sense. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot sur les autres réseaux. Oui, alors après, les autres réseaux, que ce soit BGE, Réseau Entreprendre, bon, les terminés, c'est vraiment spécialisé dans l'impact, hein. C'est voilà, ça fait partie de France Impact. Enfin, pas un logo, France Impact, il donne un référencement. Merci. Oui, un référencement. Donc, les déterminés sont plutôt sur ces secteurs. Réseau Entreprendre, c'est exclusivement des gens qui créent avec de l'emploi derrière. C'est-à-dire, je crée une structure, mais je recrute derrière. C'est obligatoire. Il peut y avoir des prêts, hein, ça peut être des prêts d'honneur, enfin, ce qu'on appelle des prêts d'honneur, c'est-à-dire pour la création d'entreprise. La BGE aussi. La VISE, on est plus sur de l'information sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur. Et d'ailleurs, il y a un très bon
site, hein, qui est celui de l'UDES, UDUES, où vous avez une plateforme emploi, alors c'est dans le secteur de l'ESS. l'ESS, mais vous avez toute forme, hein. C'est aussi bien des assistantes maternelles dans des structures que le directeur d'une structure associative. C'est vraiment extrêmement large, c'est tout national et ultramarin, hein, aussi, des fois international, parce qu'il y a Belgique, voilà, il y a des structures qui sont un peu, voilà, mais c'est extrêmement intéressant. Vraiment, je pense que quand on a un projet, si on est sur la création d'entreprise, c'est valider le côté impact. Et là, c'est vraiment d'aller voir plutôt des structures qui sont dans ces éléments-là, et de voir dans cet environnement, et d'aller voir des gens, d'aller rencontrer des structures pour voir. Et après, une fois qu'on a bien validé son projet, qu'on est quasiment sûr, eh ben, on va se faire accompagner pour le monter au fur et à mesure, et enlever tous les freins et enlever toutes les barrières, et voilà, et monter ça de façon extrêmement sereine. Et quand on est plusieurs à réfléchir, souvent c'est plus intéressant, et voilà, il y a un côté effet miroir qui permet aussi de valider certains points auxquels on aurait à la fois la personne qui vient pour être orientée, et à la fois la personne qui oriente, ou qui accompagne. C'est vraiment voilà, c'est des fois on ne pense pas à quelque chose qui paraît évident, parce que quand on est focus sur quand on est concentré sur son projet, des fois on en oublie des essentiels, quoi, hein. Et je donne souvent l'exemple, on a des gens qu'on accompagne et au bout d'un temps, ils nous disent, mais je comprends pas bien, en fait, bah, j'ai des charges à payer. Ben oui, vous avez les URSSAF, enfin, c'est tellement tellement évident que du coup, des fois, on peut ne pas en parler, mais il peut y avoir aussi des gens qui ont monté le projet, qui sont accompagnés, et qui, au bout d'un moment, ben, ils ont zappé les éléments qui sont les éléments essentiels, qui sont, quelle que soit l'entreprise, à un moment donné, des obligations qui sont des obligations à la fois financières, fiscales, de déclaration, voilà, qui sont obligatoires, mais auxquelles, pour certains, on peut ne pas y penser, parce que voilà, on est confronté à son projet, on n'est pas confronté finalement à quelque chose qui est essentiel, mais qu'on peut oublier, voilà, tout simplement. Ben, je crois que c'est le mot de la fin, parce que nous avions fini la présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. Oui, on a fait cette intervention pour vous. Donc, l'idée, c'est que si vous avez des questions peut-être plus précises, parce que des fois, on est allé dans des généralités, si on peut les apporter, ou même ultérieurement, voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Peut-être dans les discussions, ça pourra vous libérer la parole. Peut-être vous présenter rapidement ce que vous faites aujourd'hui, où vous en êtes, et les interrogations que vous pouvez avoir par rapport à soit des projets entrepreneuriaux ou une carrière dans l'impact potentiel. Vous pouvez aller dans l'onglet discussion. Sinon, on peut lancer. Fabien, est-ce que tu as une question à me poser? C'est difficile. Je n'avais pas prévu ça. Ah bah non. Je sais pas, toi, est-ce que tu as un cas de quelqu'un que tu... Alors, tu parlais de la personne qui avait créé le Bon Coin. Est-ce que tu as un cas comme ça pas forcément une success story d'ailleurs, mais un truc qui t'a peut-être touché ou quoi, de personnes que vous avez pu accompagner? Oh bah, il y en a plein, il y en a des mille et des cents. Mm. Après, c'est toujours par rapport à soi-même, c'est-à-dire que Ouais. quand on a une image, voilà, c'est plutôt des gens, parce que voilà, chacun a ses inclinations, on va dire, mais moi, ce qui m'a souvent enfin, intéressé, ou j'ai trouvé des fois émouvant, c'est des gens qui avaient des projets autour de l'enfance, autour de l'âge, voilà, de l'accompagnement de migrants, par exemple, ou voilà, et j'ai trouvé pas souvent des choses un petit peu sur des thématiques qui sont des thématiques qui sont vers lesquelles je vais personnellement. Voilà, donc c'est toujours par rapport à ça. Après, moi, souvent, ce qui m'impressionne, c'est la capacité qu'ont les gens de déplacer des montagnes.
C'est surtout ça, c'est-à-dire que souvent on part d'une idée qui peut paraître farfelue, hein, qui peut être voilà, parce qu'on est un matin, un soir, on est entre copains et on réfléchit, on se dit ah bah tiens, on peut lancer l'idée, pourquoi pas, et puis ça fait son chemin, ça germe. Et cette capacité aussi que les gens ont vraiment de trouver tous les ressorts, toutes les ressources, parce que c'est très compliqué quand même la création d'entreprise, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, même si c'est plus simple en France que dans d'autres pays sur certains champs, hein. Administrativement, c'est plus simple dans d'autres pays, mais voilà, c'est souvent ça. C'est un peu cette capacité que les gens ont d'avoir des ressources pour se développer, pour se lancer, voilà. Et il y a des gens qui sont alors on en parle de plein, il y a plein de gens qui sont connus aujourd'hui, qui sont à la télé, qui sont un peu partout, qui sont partis de rien, qui avaient 0 centime et qui ont lancé des structures incroyables, hein. Après, bon, on n'est pas sur de l'impact, mais quand même, puisqu'il est en train de créer des usines françaises, hein. Le slip français, qui est quand même une success story. C'est un jeune diplômé, alors il a fait des études, plutôt des belles études, mais il est parti de rien, il a lancé. Voilà, qui aurait pu dire que en lançant un site avec des slips français pour hommes traditionnels, on va dire, fabriqués en France. Maintenant, c'est ouvert, hein, c'est plus que c'est ouvert aussi aux femmes, mais voilà, c'est un peu ouvert. Mais voilà, ça, c'est des choses que je trouve assez incroyables. Des gens qui ont créé des structures, genre le microdon, hein, c'est une structure qui accompagne, qui permet, suite à des accords avec des entreprises, finalement, vous donner l'arrondi, enfin l'euro supérieur à des associations que vous avez choisies. Voilà, ça c'est des structures que je trouve incroyables parce que voilà, on peut avoir une idée, mais qui peut paraître farfelue, mais voilà. Par contre, ce qui est toujours, c'est que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a jamais rien comme travail, hein. Je disais tout à l'heure qu'en tant que pianiste, bon, euh, ça peut paraître fluide, mais derrière, il y a toujours énormément, énormément, énormément de travail. La valeur travail est quand même si il y a eu, il n'y a pas longtemps, une polémique sur le sujet, mais c'est quand même la chose principale. Et tous vous diront, ceux qui ont réussi, ou même ceux qui n'ont pas réussi d'ailleurs, que ça leur a pris énormément de temps. Mais comme c'est de la passion et comme on développe quelque chose qui est quelque chose qu'on a envie de développer, voilà, le temps finalement devient secondaire, si on peut dire ça comme ça. Alors, on a Inès qui nous a envoyé un message pendant que tu parlais, qui n'a pas de questions, mais qui disait donc qu'elle est étudiante en apprentissage, elle n'a pas de questions, elle nous écoute en travaillant sur son mémoire, donc bon courage pour ton mémoire, et qui nous disait que les informations qu'on lui avait fournies étaient intéressantes et qu'elle était en réflexion sur son projet entrepreneurial. On peut lui souhaiter que son projet, voilà, que sa réflexion avance sur le sujet. Déjà, là, en apprentissage, je tiens à vous rappeler qu'on est passé de quasiment peu d'apprentis en France à plus de 700 000, bientôt 1 million, hein, d'apprentis, et que je trouve que c'est Une un super des chose. moyens. Ouais, c'est vraiment. Bon, moi, je suis germanophone et j'ai vécu en Allemagne et je connais ça depuis longtemps. Mais je trouve, voilà, c'est quel que soit d'ailleurs son profil, son projet, qu'on soit au niveau CAP ou à bac+4 aujourd'hui en master. Et il faut jamais oublier une chose, c'est que les entreprises trouvent le système absolument génial parce que sont confrontés déjà aux personnes en situation. Ouais. Mhm. Ouais, et effectivement, et ça permet de se faire son expérience aussi, de pouvoir tester des choses comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est super. Et pour les entreprises, c'est génial aussi, l'apprentissage. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. On a un autre commentaire aussi, donc je n'ai pas le nom pour le coup, il y a marqué spectateur anonyme, qui dit bonsoir, c'est très clair, merci. Ça confirme mon envie de me faire accompagner pour m'aider et m'orienter en fonction de mes intérêts et compétences. Effectivement, c'est ça. Nous, sur la partie, pas forcément projet entrepreneurial, mais carrière, on essaye vraiment de se dire, en fait, il faut on voit plein de gens arriver à 40 ans, 45 ans, qui se disent, voilà, mais j'ai tellement accepté de me décorréler ma vie professionnelle de mes valeurs que là, ça va plus du tout. Et donc, c'est des personnes qui sont en crise. Et du coup, ce que moi, je peux conseiller quand vous êtes en début de carrière, pas encore en crise, c'est vraiment de s'interroger longuement
sur quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses qui me tiennent à cœur, qu'est-ce que j'ai envie de défendre. Et si vous trouvez, alors vous ne trouverez pas forcément le perfect match, et comme tu le disais Jean-François tout à l'heure, ça reste des entreprises aussi, avec parfois, il peut y avoir dans certaines structures, même à impact, il y a de la violence à l'intérieur de la structure. Ça peut être parfois, ça arrive, comme toute structure, donc ce n'est pas forcément parfait tout le temps. N'empêche que si vous arrivez à vous accorder entre ce que vous faites professionnellement et les causes qui vous tiennent à cœur, tu parlais de déplacer des montagnes tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez… Et puis, ça va être beaucoup plus facile de travailler aussi si vous n'êtes pas à longueur de journée à vous dire « mais à quoi ça sert ce que je fous ?» Moi, je connais plein de gens qui bossent dans des grandes entreprises. Moi, je l'ai fait pendant assez longtemps de passer ma vie à faire des slides et à me dire à la fin de la journée, ouais, j'ai fait mes slides pour le COMEX, mais à quoi ça va servir, quoi. Et si vous arrivez là maintenant à vous dire, bah, en fait, j'ai envie de servir à ça, j'ai envie de donner ce sens-là à ma carrière et de trouver quelque chose qui correspond, c'est jackpot. Il y a aussi une question qui est, je souhaite être accompagné, voilà, donc il suffit d'aller sur les sites des différentes structures qu'on a mentionnées. Il y a les prises de rendez-vous qui sont simples, voilà, il y a pas grand-chose, il n'y aura pas grand-chose à faire. Il faut aller juste sur les structures et voilà. Et commencer effectivement, comme tu le disais, par ce qui est gratuit. Oui. Et utiliser vraiment, parfois on ne sait pas. Typiquement, moi, conseil en évolution professionnelle, je reparle de ça, je ne savais pas que ça existait. Et donc, commencer par ce qui existe en gratuit et après, vous verrez s'il y a besoin d'aller plus loin. Et avec, alors, pas quand vous êtes en sortie d'études, vous n'allez pas faire un bilan de compétences, mais est-ce qu'il y a des formations dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné par un plus gros réseau pour entreprendre, etc. Mais je pense que ça vient dans un second temps. Il y a déjà beaucoup de choses à explorer qui sont gratuites. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites et autant en user et en abuser, je dirais ça de cette façon-là. Voilà. C'est là pour ça, de toute façon. C'est là pour ça. Quand on dit gratuit, ce n'est pas gratuit, c'est financé soit par l'État, soit par de la subvention par ailleurs. Et donc, il faut l'utiliser, c'est normal. En fait, c'est un service qu'on nous propose. Qui existe, qu'on appelle souvent d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les missions de service public. Voilà. Et c'est de l'impact. Voilà. C'est de l'impact. Vous pouvez venir travailler à l'APEC. C'est une entreprise à impact. Une association. Association de droit privé, oui, tout à fait. Voilà, eh bien, merci messieurs. Je pense qu'on a fait le tour et en plus, on a tenu le timing. Parfait. Tu avais des doutes sur notre capacité à tenir le timing. On a 2 minutes d'avance. Écoute, non, j'ai jamais eu de doute. En tout cas, c'était très, très clair. Je pense que tout le monde a eu ses réponses ce soir. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Tout ça pour vous dire que les slides seront disponibles en même temps que le replay du webinaire sur le site créatif-entreprendre.org. Et puis, si vous avez besoin d'être bien accompagné, je pense que messieurs ont fait le tour des bonnes structures. Rendez-vous sur le site de l'APEC ou de Make Sense pour plus d'informations sur tout ce qui a été abordé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tout le monde et bonne création et bon choix professionnel. J'ai pas mieux à dire. Bonne soirée. Merci Jean-François, merci Fabien. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.